Les grandes puissances regardent la fonction stratégique d'un pays. Les concepts clés de ce pays, c'est la fonction stratégique d'un État. Quelle est la fonction? Quelle est l'utilité? Que fait Paul Biya dans la région qui favorise ou qui protège l'économie des puissants? Donc, un État est soutenu non pas pour ce qu'il est normalement, mais pour ce qu'il empêche, ce qu'il stabilise et ce qu'il protège. L'État empêche des choses, cet État stabilise, cet État protège. Et donc ici, le Cameroun remplit 3 fonctions majeures, raison pour laquelle le président est encore en place, stable. Qu'est-ce que Boko Haram? On commence par là. Boko Haram est un groupe djihadiste armé né au Nigeria au début des années 2000 et ils opèrent, ces groupes de djihadistes, ces terroristes, ils opèrent dans le nord du Nigeria, le nord du Cameroun à l'extrême nord. Ils opèrent aussi au Tchad, ils opèrent au Niger. L'objectif de ces groupes, c'est la déstabilisation des États. C'est la création d'un espace hors contrôle étatique, que l'État ne contrôle plus rien. Leur but, c'est de perturber les populations civiles. Alors, pourquoi cela concerne directement les Cameroun? Les concepts clés à retenir, c'est la coopération antiterroriste dont le Cameroun est inscrit et entremêlé et dans une dynamique de coopération antiterroriste. Donc, le Cameroun est un pays frontalier direct au Nigeria. C'est un verrou territorial empêchant l'expansion vers le sud et les golfes de Guinée. Donc, ça veut dire quoi? Sans le Cameroun, Boko Haram aurait un corridor stratégique vers l'Afrique centrale. Et le Cameroun bloque, est un mur qui empêche évidemment le Boko Haram d'aller vers l'Afrique centrale. Alors, qu'est-ce que fait le Cameroun concrètement pour bloquer Boko Haram? Il y a évidemment la participation à la force multinationale, le FMM, la coalition Nigeria, Cameroun, Tchad et Niger. C'est une coalition. Il y a aussi des déploiements massifs de l'armée camerounaise dans l'extrême nord. Il y a également des partages des renseignements avec des partenaires occidentaux. Donc, les concepts clés ici, c'est le partage du fardeau sécuritaire. Le Cameroun partage le fardeau sécuritaire de la région. On va expliquer ça en profondeur. Le Cameroun porte une partie du coût humain, militaire et financier de la guerre contre le terrorisme à la place de ses partenaires. Au lieu que ce soit les partenaires qui subissent les conséquences, c'est beaucoup plus le Cameroun qui subit les conséquences, donc qui encaisse, qui absorbe. Et c'est un travail. Ça, c'est l'utilité, ça, c'est les fonctions parmi tant d'autres que Cameroun est en train d'opérer. Alors, pourquoi cela protège politiquement Paul Biya d'être un pays qui absorbe? Le principe qui est non écrit, que personne ne lira au niveau de médias, ça veut dire que Paul Biya devient on appelle ça un courtier, un partenaire. On ne déstabilise pas un partenaire antiterroriste en pleine menace. On peut le critiquer, on peut l'insulter, mais on ne peut pas lâcher Paul Biya. Le lâcher, il est hors de question parce qu'on ne déstabilise pas un partenaire antiterroriste en pleine menace. On pourrait aussi parler, pour faire un crochet, on peut toucher l'Ouganda, on peut toucher les Rwandais,
on peut toucher l'Angola, etc. Mais pour cet après-midi, nous parlons plus du Cameroun. Alors, le Cameroun est dans la coopération sécuritaire internationale. Les concepts clés, ce sont des accords de coopération sécuritaire. En d'autres termes, le Cameroun coopère avec la France, le Cameroun coopère avec les États-Unis, l'Union européenne et de dispositifs régionaux africains. Donc, cette coopération inclut quoi? Inclut des formations militaires, ça inclut aussi la logistique, les renseignements et surveillance maritime et terrestre. Pourquoi cette coopération est stratégique pour Paul Biya, pour Cameroun? Tout simplement parce qu'un partenaire sécuritaire fiable, un partenaire est dit fiable à quel moment? Quand il ne change pas brutalement des camps. Il reste stable. C'est quelqu'un qui est dans la continuité. Paul Biya n'est pas un perturbateur. Il est dans la régularité. Il ne change pas brutalement des camps ou des positions. Il ne remet pas non plus en cause les accords entre le Cameroun et les forces étrangères qui agissent ou qui sont implantées au Cameroun. Donc, Paul Biya reste prévisible. On lit dans Paul Biya. Donc, Paul Biya incarne cette prévisibilité absolue. Ce n'est pas un perturbateur. Il ne change pas de position à tout va. C'est quelqu'un qui est stable. Et donc, quatrième élément qui soutient ou qui va garder Paul Biya jusqu'à ce que la mort s'en suive. Donc, Paul Biya il est le roi du Cameroun. C'est la stabilité du golfe de Guinée. C'est un enjeu mondial. Parce qu'il y a une stabilité, c'est-à-dire que Cameroun, sous l'égide aussi, sous le bâton de commandement de Paul Biya, met en place, contribue à la stabilité du golfe de Guinée. L'enjeu mondial ici, qu'est-ce qu'est le golfe de Guinée? Le golfe de Guinée est l'une des zones maritimes les plus stratégiques d'Afrique parce qu'il concentre des routes pétrolières, des commerces maritimes internationaux. Il y a les ports majeurs de Douala, Kribi. Vous avez des ressources énergétiques offshore. Donc, le risque dans la zone, c'est quoi? C'est des pirates maritimes, des trafics d'armes, drogue, de sabotage énergétique, l'instabilité côtière. Et ici, les concepts, c'est quoi? Pour être irremplaçable, pour être un outil utile, c'est la sécurité maritime. Quel est le rôle du Cameroun dans la sécurité maritime? Le Cameroun est un État côtier clé, un verrou logistique entre l'Afrique centrale et maritime, un point d'appui contre l'extension du chaos. Donc, une déstabilisation du Cameroun, c'est un risque de contagion régionale. Donc, le risque de débordement régional. Paul Biya n'est pas soutenu parce qu'il est populaire, parce qu'on l'aime en Europe. Il n'est pas soutenu parce qu'il est diplomatique, parce qu'il est bon envers Macron. Il est toléré et protégé parce que le Cameroun combat un ennemi commun. Le Cameroun combat le terrorisme. Le Cameroun est dans la sécurisation des zones maritimes stratégiques. Le Cameroun coopère et dans une coopération sans surprise. On sait lire dans Paul Biya comme dans un livre. Le Cameroun empêche un effondrement régional. Et donc, dans l'ordre géopolitique, un régime qui empêche les chaos vaut toujours
plus qu'un changement qui pourrait l'ouvrir. Donc nous ne connaissons pas le futur, nous ne connaissons pas après Biya, et donc nous soutenons Biya. Nous ne connaissons pas ce qui va se passer après Kagame, nous soutenons Kagame. Nous ne connaissons pas après Museveni, nous soutenons Museveni, comme on a soutenu le président comme on soutient actuellement le président de la Côte d'Ivoire. Deuxième élément, les amis, ici, ça concerne la sécurité des flux. Pourquoi un régime est protégé tant qu'il ne bloque pas les intérêts vitaux? En d'autres termes, c'est la compréhension de la notion centrale, ce qu'on appelle des flux. C'est quoi les flux? Parce qu'il faut qu'on comprenne ça. Avant d'aller plus loin, forcément, il faudrait d'abord clarifier ce que les grandes puissances appellent des flux. C'est quoi des flux? Chers amis, vous pouvez partager le live parce que nous sommes bloqués. Je ne comprends pas pourquoi est-ce que nous sommes bloqués. Nous sommes complètement invisibles. Il n'y a pas de dynamique. Ça dit que nous avons, à présent, nous sommes à 500, à 400 vues, alors qu'on devrait être beaucoup plus que ça. Peut-être que c'est le manque de partage ou de sécurisation. Alors, comprendre la notion centrale, c'est quoi les flux? Vous sécurisez les flux, vous vous sécurisez vous-même. Et donc, flux stratégique. Les flux stratégiques, ce n'est pas seulement de l'argent. C'est tout ce qui doit circuler sans être interrompu pour que le système mondial fonctionne. Et donc, on va distinguer ici 5 types de flux majeurs. Nous avons d'abord les flux commerciaux, les concepts clés. Nous parlons des flux commerciaux. Si vous sécurisez ces flux commerciaux, vous êtes à l'abri. Donc, il s'agit de quoi? Il s'agit des importations. Il faut sécuriser les importations. Vous devez être en capacité de sécuriser l'exportation. Vous devez être capable de sécuriser les transits régionaux, ça doit transiter, et l'accès au marché. Le rôle du Cameroun ici, c'est le port de Douala, port de Kribi en développement, et le rôle du Cameroun, le Cameroun est un couloir logistique vers le Tchad, couloir logistique vers le RCD, République Centrafrique, et le Nigeria oriental. Donc le Cameroun est un corridor logistique, une plateforme logistique. Donc si vous bloquez Douala ou Kribi, alors vous désorganisez toute une sous-région. Et Paul Biya, il sécurise évidemment ces flux. Il a garanti aux grandes puissances, ce qui est moi, à mon niveau, j'ai garanti cet élément. Le deuxième élément, c'est les flux énergétiques. Les concepts clés ici, c'est les flux énergétiques. Et cela inclut le pétrole, le gaz, l'électricité, des infrastructures énergétiques. Et le Cameroun produit du pétrole. Le Cameroun héberge des projets énergétiques. Le Cameroun sécurise des infrastructures critiques. Donc, une instabilité politique majeure ferait fuir, bien évidemment, des investisseurs. Et ces investisseurs ne veulent pas fuir le pays. Ces investisseurs ne veulent pas une Cameroun désorganisée et sous des troubles de la population. Ça ferait fuir des opérateurs, ça va évidemment faire partir les assureurs. Ici, il faut que le Cameroun puisse demeurer et rester toujours dans une position où les grandes puissances, les grands opérateurs gardent la confiance envers le Cameroun, surtout la confiance envers celui qui représente le Cameroun, le chef d'État, Paul Biya. C'est lui le garant de tout ça. Et puis vous avez les flux financiers. Donc tant que vous garantissez ces choses-là,
vous ne pouvez pas bouger. On ne vous bouge pas. Vous avez les flux financiers. Cela comprend quoi? Cela comprend bien évidemment les investissements directs et étrangers. Cela comprend des transferts bancaires. Il faut que ces transferts soient évidemment facilités, que ça puisse couler, transparence, la fluidité, le financement multilatéral, la dette publique, les bailleurs, en d'autres termes, la Banque mondiale, FMI, Union européenne, veulent de la prévisibilité budgétaire, la continuité des accords et surtout l'absence de rupture unilatérale. Vous vous réveillez un matin, vous décidez de tout changer. Donc ici, il s'agit de la prévisibilité en termes de macroéconomique. Un régime qui change brutalement les règles est un risque systémique. Et pour le moment, pour l'instant, M. Paul Biya est dans la bonne ligne. Donc, il n'est pas un perturbateur, il n'est pas quelqu'un qui va faire du tort aux intérêts occidentaux. Donc, pour l'instant, Paul Biya reste. Malgré les insultes, malgré les reportages, malgré tout ce que vous pouvez entendre, Paul Biya va rester parce qu'il protège cette dimension. Et puis, vous avez les flux migratoires. Les flux migratoires, ça consiste à avoir un État stable, retenir sa population, empêcher des vagues des réfugiés, contrôler ses frontières. Et donc, un Cameroun instable, c'est de migration massive interne et externe. Et donc, c'est la pression sur le Nigeria parce que frontières, Nigeria, Gabon et l'Union européenne indirectement. Donc, il faut que ces régimes soient en capacité de contenir sa population pour ne pas créer du désordre au niveau de la région par les flux migratoires. Donc, le partenaire préfère un régime stable à un scénario migratoire incontrôlé. Et puis, vous avez les flux sécuritaires. Et d'ailleurs, c'est le plus important. Voilà pourquoi M. Paul Biya reste là. Il ne bouge pas parce qu'il garantit la sécurité, il garantit la continuité. Donc, chers amis, comprenez une seule chose. Les flux sécuritaires, cela inclut la circulation des forces, la coopération militaire, le partage des renseignements et l'accès aux bases et aux zones sensibles. Et donc, un régime, évidemment, qui coopère, qui est dans la coopération, qui est lisible, c'est la continuité des dispositifs antiterroristes. Donc, on ne les bouge pas. Dans les règles qui n'est pas écrites, les règles non dites, c'est les rendements contre gouvernance. Le concept clé est très clair, rendement stratégique. Un régime doit être capable de répondre, on te stabilise, on te garde, mais il faut qu'il y ait un rendement. Un régime est évalué tout simplement ainsi. La question qui est posée, est-ce que les flux circulent-ils correctement? La réponse est oui, c'est bon. Est-ce que la région est-elle contenue? La réponse est oui, c'est bon. Les accords sont-ils respectés? Est-ce qu'il n'y a pas de changements intempestifs? L'homme se réveille et puis demain on change? La réponse est oui, on continue. Y a-t-il un risque immédiat des chaos? La réponse est non. Si ces réponses sont positives, la gouvernance interne devient alors secondaire. Alors, pourquoi est-ce que la gouvernance interne est tolérée? Vous commencez à comprendre un peu les enjeux. Le principe clé, la stabilité externe l'emporte sur la démocratie interne. Cela veut dire tout simplement, cela ne veut pas dire que les abus sont ignorés moralement, mais qu'ils ne déclenchent pas des ruptures automatiquement avec ceux qui vous soutiennent. Paul Biya ne bloque pas le port. Paul Biya ne rompt pas les accords non plus.
Ne nationalise pas brutalement les choses, ne ferme pas le couloir logistique, coopère sécuritairement. Donc, vous pouvez critiquer Paul Biya, c'est possible. Vous pouvez avoir des sanctions lourdes. Les sanctions lourdes, c'est un peu improbable, ça ne peut pas arriver pour le moment. La conclusion est que un régime ne tombe pas parce qu'il est ancien. Un régime à l'occurrence de Paul Biya, tombe quand il devient un obstacle au flux. Tant que le Cameroun sécurise les routes, sécurise l'énergie, je dirais tant que Paul Biya garantit la sécurisation des routes, la sécurisation de l'énergie, sécurise la mer, sécurise la coopération militaire, le régime reste fonctionnel aux yeux des puissances et donc on ne le change pas, on ne le bougera pas. Vous comprenez? Chers amis, la gouvernance interne n'est pas tellement importante par rapport au rendement. Ça veut dire quoi? L'autoritarisme toléré, on le tolère jusqu'au point de rupture. On va faire un petit rappel. Un régime ne tombe jamais parce qu'il est autoritaire. Dans la conception, dans la vision occidentale, dans la vision des grandes puissances. Un régime tombe quand son autoritarisme devient plus coûteux que sa survie. Les points centraux, l'autoritarisme fonctionnel, ça c'est la base. Un régime autoritaire est toléré, est accompagné, parfois protégé, tant qu'il maintient l'ordre intérieur. Vous pouvez réprimer durement, vous pouvez compter même certains chaos, mais tant que ça reste contrôlé, alors on vous accompagne toujours parce que votre position est une position pivot. Vous êtes utile. Maintien l'ordre intérieur, ça c'est la chose à imprimer. Tant que ces régimes contrôlent ces forces armées, vous ne perdez pas, vous ne fragmentez pas la chaîne de commandement. Tant que le régime protège les flux stratégiques, c'est-à-dire l'énergie, le minerai et les routes, tant que ce régime évite une crise régionale, la moralité n'est pas un critère opérant. Et quand la pression devient problématique, ça c'est le troisième seuil historique des ruptures. En d'autres termes, quand la répression provoque des révoltes massives, incontrôlables, alors le seuil des soulèvements de masse va atteindre un certain seuil. Si la répression devient dangereuse, à quel moment? Quand elle n'éteint plus la rue. La répression devient dangereuse quand elle élargit la contestation, la classe moyenne, les élites, les syndicats. L'armée hésite ou l'armée se fracture. Ça devient compliqué pour les grandes puissances de vous accompagner, malgré votre utilité. Un exemple historique ici. Vous avez la Tunisie en 2011, le régime extrêmement coopératif avec les grandes puissances. La sécurité en Égypte était assurée. Les flux touristiques et financiers étaient protégés. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait une révolte nationale continue. L'armée a refusé de tirer sur le manifestant et le pouvoir était devenu ingouvernable. Donc le coût du maintien était plus que... le coût du maintien valait beaucoup plus que le coût du départ. Ça veut dire qu'il a été lâché en quelques semaines. Nous avons également Mobutu, entre 96 et 97. Il a longtemps rempli toutes les fonctions stratégiques dont l'Occident demandait. Anticommuniste, verrou régional, mais l'armée était désintégrée. Des révoltes locales multiples, des manifestations, incapacité ici à rétablir l'ordre. À ce stade, la CIA ne cherchait plus à sauver Mobutu. Elle a cherché tout simplement à gérer la sortie du grand monsieur.
Quand la réputation attire une attention internationale ingérable, et c'est là que ça devient aussi dangereux. Donc, un régime bascule à quel moment? En d'autres termes, à quel moment on peut lâcher Paul Biya? C'est de ça qu'il s'agit. À quel moment on peut lâcher, nous parlerons aussi de Denis Sassou Nguesso. À quel moment on peut le lâcher? Mais pour aujourd'hui, nous parlons de Paul Biya. Un régime bascule quand la violence devient visible et continue. Les images circulent mondialement. Les alliés doivent se justifier sans cesse parce qu'il faut justifier votre soutien à votre poulain. Un exemple historique, ici nous parlons de Moubarak en 2011, pilier stratégique des États-Unis. Des accords des camps de David respectés. La sécurité régionale était assurée. Mais, image de la place Tahrir, de morts en direct, de pression médiatique mondiale, Washington a jugé que les coûts d'image a dépassé l'avantage stratégique immédiat. Et Moubarak a été sacrifié, il a été lâché. Vous avez encore d'autres acteurs comme ça dans le monde qui ont été lâchés à ce niveau-là. À ce moment-là. Alors, quand la répression déclenche des sanctions en chaîne, aussi, un régime devient toxique à quel moment? Mais quand vous avez des sanctions des Américains, sanctions de l'Union européenne, des partenaires, des gels des avoirs, des blocages bancaires, paralysie des flux, et l'exemple ici c'est l'Iran, forcément, des sanctions économiques progressives, effondrement monétaire, asphyxie sociale. Ici, la sanction devient un outil de changement de régime indirect. On ne le vous dit pas, mais on vous demande de partir. Vous avez également Bachar al-Assad, 2011. Sanctions des États-Unis, l'Union européenne, etc. Isolement financier total, économique de survie. Le régime est attenu militairement, mais est devenu économiquement radioactif. Donc, on peut le comparer maintenant avec Cameroun. Comparons maintenant avec Cameroun. Pourquoi est-ce que le Cameroun n'a pas franchi ce seuil? Pourquoi Paul Biya va rester au pouvoir jusqu'à ce que la mort vienne le chercher? Au Cameroun, vous n'avez pas de soulèvement national continu. Il n'y a pas un flux, il n'y a pas une marée de manifestations. Il n'y a pas d'image de massacre, des masses en boucle mondiale qui tournent concernant le Cameroun. Vous n'avez pas des sanctions économiques lourdes en cascade et dont la pression est ciblée, diffuse, administrativement contenue. Et donc, le concept clé, c'est la répression contrôlée. Le régime est dans une répression contrôlée et pas dans une répression à perte de vue. Le message clé, c'est quoi? Tous les régimes autoritaires ne tombent pas. Ceux qui tombent sont ceux dont la répression échappe au contrôle. Si vous réprimez la population et ça devient intenable, si vous ne gérez plus cette répression, si ça devient visible à la face du monde, si ça devient notamment coûteux pour leurs protecteurs, alors là, vous êtes lâché par les grandes puissances. Ça s'est fait aussi avec Compaoré au Burkina Faso, lui qui était un bon serviteur de la France, mais il a été lâché pourquoi? Parce que les manifestations étaient devenues incontrôlables. Donc, un régime est lâché, non pas quand il réprime, mais quand il réprime mal. Vous réprimez sans contrôle. Pourquoi est-ce que le Cameroun reste un pilier malgré ses failles internes? En d'autres termes, pourquoi est-ce que Paul Biya reste un pilier malgré ses failles internes et pourquoi il ne sera pas lâché?
Pourquoi il va mourir sur son fauteuil royal? Chers amis, un régime peut être politiquement faible à l'intérieur, on est d'accord. Mais ce régime peut rester stratégique ou stratégiquement indispensable à l'extérieur. C'est exactement le cas du Cameroun. Le Cameroun est stratégiquement sollicité à l'extérieur. Le Cameroun, comme nous parlons, le Cameroun est ancré dans la sécurité régionale. Voici l'importance ici de Paul Biya. Un régime, un pays qui stabilise la sécurité en dehors de ses frontières, c'est celui qui stabilise une zone instable, qui va empêcher la propagation du chaos. C'est le rôle que Paul Biya est en train de jouer actuellement. Il empêche la propagation du chaos. Paul Biya stabilise des zones instables. Paul Biya sert de point d'appui militaire et logistique. Et donc, il est utile. Paul Biya remplit 3 fonctions sécuritaires majeures. Voilà. Donc, il remplit ces 3 fonctions sécuritaires majeures, c'est-à-dire la stabilisation d'une zone instable, il empêche la propagation du chaos, et il sert des points d'appui militaires et logistiques. Ça, c'est la casquette que porte aujourd'hui Paul Biya. Merci beaucoup, cher ami. Et donc, l'axe numéro 1, pour comprendre ce que représente Paul Biya et pourquoi les élections ne vont pas les bouger, pourquoi les manifestations ne vont pas les bouger. Axe numéro 1, c'est la lutte contre Boko Haram. Boko Haram opère au Nigeria, au Niger, au Tchad et au Cameroun. Et il y a des zones critiques. Nous avons le bassin du lac Tchad. Alors, le rôle du Cameroun pour que le Cameroun reste stable, en d'autres termes, pour que Paul Biya ne bouge pas, parce qu'il contribue dans la lutte contre le terrorisme, les Américains, ils aiment ça. Le rôle du Cameroun, c'est engagement militaire continu depuis 2014. OK? Des bases avancées dans l'extrême nord. Nous parlerons de Kagame, nous n'allons pas parler de Kagame tous les jours. Nous sommes dans la géopolitique, nous parlons de l'Afrique, du monde. Et donc, le rôle du Cameroun, c'est la coopération avec le Nigeria. Le Cameroun coopère en termes sécuritaires avec le Tchad, avec le Niger, la France, les États-Unis. Donc, c'est une coopération antiterroriste. C'est un peu comme l'Ouganda aujourd'hui avec le ZADF. Les puissances occidentales ne cherchaient pas un Cameroun démocratique. Ne cherchez pas un Paul Biya qui va démocratiser la politique. Les puissances occidentales cherchent un Paul Biya qui tient le front. Est-ce que Paul Biya tient le front? Oui. Est-ce que Paul Biya sert de sécurité pour nos intérêts? Oui. Donc, si le Cameroun s'effondre aujourd'hui, Boko Haram va gagner en profondeur territoriale. Les flux migratoires vont exploser. Le Nigeria sera affaibli. Donc, le coût est inacceptable pour l'Occident. Pour l'instant, personne n'a la capacité ou personne n'a la lecture que propose Paul Biya aujourd'hui. Et donc, le coût est inacceptable pour l'Occident. Dans ces cadres-là, nous maintenons Paul Biya. Il reste là. Le deuxième axe, c'est la stabilité du golfe de Guinée.
Alors, pourquoi cette zone est vitale? Et pourquoi est-ce que le Cameroun, en d'autres termes, pourquoi est-ce que Paul Biya est stratégique? Et pourquoi il ne bougera pas? Malgré les élections, malgré les tapages, malgré les opposants, etc. Il ne bougera pas parce qu'il y a un niveau qui les dépasse. Ici, nous avons les golfs du Guinée. C'est quoi les golfs du Guinée? D'abord, comprenons le cadre. C'est le pétrole offshore. Le golfe du Guinée, c'est le gaz. C'est des routes maritimes commerciales. C'est des câbles sous-marins, parlons de l'Internet. Et la menace principale ici, ce sont de piraterie maritime. C'est le trafic d'armes, de drogue, trafic d'humains, de sabotage énergétique. Et le rôle de Paul Biya dans cette histoire. Pourquoi est-ce qu'il est maintenu? Parce qu'il est actif dans la marine très actif. Il y a le port stratégique de Douala et de Kribi. Il y a des coopérations navales avec la France, l'Union européenne et les États-Unis. Donc, c'est un couloir de sécurité maritime. Tant que Paul Biya, tant que le Cameroun va sécuriser ses ports, tant que Paul Biya promet et garantit la protection des routes, la garantie des flux, alors Paul Biya va rester diplomatiquement protégé, il ne bougera pas. Ce n'est pas la démocratie, ce n'est pas les élections, c'est plutôt est-ce que vous sécurisez nos intérêts. L'axe numéro 3, c'est quoi? Le Cameroun, comme buffet stat, c'est-à-dire comme un État tampon. Le buffet stat, l'État tampon, est un État qui absorbe les chocs régionaux, qui empêche les conflits voisins de s'étendre. Les rôles aujourd'hui du Cameroun sous les bâtons de commandement de son président Paul Biya, le Cameroun joue ce rôle, les rôles d'un État tampon. Et donc, pour juger Paul Biya, pour penser même à une transition future, il faut examiner ces choses-là. Est-ce qu'il y a une défaillance? Est-ce que Paul Biya commet des erreurs? Est-ce que Paul Biya est dans la contradiction? Est-ce que c'est une personne dont les grandes puissances peuvent lire? Est-ce qu'il y a la lisibilité? Est-ce qu'il est clair? Et si vous constatez que Paul Biya est lisible, Paul Biya n'est pas dans la tergiversation, alors comprenez que Paul Biya va rester au pouvoir. Et donc, le Cameroun fait quoi? Le Cameroun est entouré des zones sensibles. Vous avez le Nigeria, nous avons cité Boko Haram. Il y a le RCA, c'est-à-dire République centrafricaine, il y a l'instabilité chronique, c'est les voisins du Cameroun. Vous avez le Tchad, il y a une pression sécuritaire. Vous avez les golfes de Guinée, il y a des risques maritimes. Le Cameroun sert des zones amortisseurs. Si vous voulez, Paul Biya se porte garant pour servir de zones d'amortisseurs. Donc c'est exactement ce qui rend Paul Biya intouchable à court terme. Que veut dire zone amortisseur? Pour qu'on ait une idée claire de ce que ça a comme conséquence. Un buffet stade, c'est-à-dire un État tampon ou zone d'amortisseur, est un pays dont la fonction principale est d'absorber les chaos régionaux, les conflits, le terrorisme, les effondrements étatiques. C'est d'empêcher que les chaos atteignent des zones plus sensibles pour les grandes puissances. Un État tampon doit canaliser la violence vers l'intérieur plutôt que de la laisser se propager.
C'est un rôle évidemment fonctionnel, ce n'est pas un rôle moral. Et le Cameroun aujourd'hui absorbe pour que les autres tiennent. Quand on dit le Cameroun est entouré des zones sensibles, il sert des zones d'amortisseur. Cela signifie tout simplement que face au Nigeria, Boko Haram, le Cameroun encaisse une partie du terrorisme. Donc, Paul Biya, il empêche une expansion sur le sud, une contagion régionale incontrôlée. En d'autres termes, une déstabilisation directe du golfe de Guinée. Et face à la République centrafrique, les Cameroun absorbent des réfugiés, absorbent de trafic, l'instabilité frontalière, sans que cela devienne une crise internationale majeure. Et face au Tchad, Paul Biya, donc par son bâton de commandement, parce que c'est lui qui est à la tête, il sert des zones de respiration stratégique, c'est-à-dire évite une concentration des tensions sur un seul point. Et face au golfe de Guinée, il empêche que les crises terrestres se transforment en piraterie massive, en perturbation énergétique, en menace maritime globale. Le résultat est que Paul Biya, le Cameroun, prend des coups pour que l'ensemble régional ne s'effondre pas. Et c'est une place hautement stratégique pour un président qui s'est érigé en tant qu'acteur qui apporte la sécurité au niveau de la région. À ce niveau-là, Paul Biya ne peut pas être déboulonné, on ne peut pas les toucher, quels que soient les remous, quels que soient les opposants, quels que soient les tremblements. Maintenant, on va comparer, pour qu'on ait une idée bien complète, qu'on ait un regard panoramique par rapport à ce qu'on appelle les tampons. La comparaison clé que nous voulons mettre en place avec Mobutu. Est-ce que c'est le même rôle qu'avait le Zaïre sous Mobutu? Les rôles de tampons. La réponse est oui. Mais à une échelle beaucoup plus grande. Mobutu, c'était une échelle un peu plus grande, c'était l'échelle continentale. Le Zaïre de Mobutu, c'est le super buffet ou le pays tampon continental. Donc, sous Mobutu, les Zaïre étaient le plus grand État d'Afrique centrale, frontalier de 9 voisins, forcément, situé au cœur géographique du continent. Son rôle réel, non officiel, parce que ce n'est pas déclaratif, absorber les conflits pour qu'ils ne se propagent pas ailleurs. C'était son rôle. Beaucoup ne comprenaient pas ce rôle. Concrètement, les rébellions voisines devaient être absorbées au Zaïre. Les guerres par procuration, guerre froide, les crises internes africaines étaient contenues dans ou autour du Zaïre plutôt que de se diffuser vers l'Afrique australe, les routes maritimes, les intérêts occidentaux. Donc, la logique cynique, mais réelle, fonctionnelle. Mieux vaut que le Zaïre souffre en observant et en étant un pays qui encaisse, plutôt que tous les continents deviennent ingérables. La logique d'un pays tampon. Alors, pourquoi Mobutu a été toléré si longtemps? Parce qu'il tenait l'espace. Il empêchait l'URSS, le Cuba, puis d'autres acteurs de contrôler la région. Il contenait les chaos, même si, des fois, il les contenait mal. Tant que les frontières tenaient, les flux étaient contrôlés, l'ordre régional était préservé, les Zaïre restaient intouchables. En d'autres termes, Mobutu restait
indéboulonnable. Et pourquoi le Zaïre a été lâché en années 90? Quand la guerre froide s'est terminée, Mobutu est devenu incontrôlable, il est devenu malade, incapable de maintenir l'ordre. Le coût de son maintien devenait beaucoup plus énorme que les coûts de l'effondrement. Donc les puissances ont conclu que les buffets ne remplissaient plus sa fonction, Mobutu n'était plus stratégique. Le résultat est qu'on ne cherchait plus à les sauver, on cherchait les moyens, les voies et moyens, comment gérer sa chute, comment le faire sortir. Donc, s'il faut faire une comparaison avec le Zaïre, le buffet, c'est-à-dire le pays tampon, celui qui absorbe les chocs avec le Zaïre et le Cameroun, le Zaïre était un buffet continental et le Cameroun est régional. Le Zaïre, très coûteux, le Cameroun maîtrise, les coûts est maîtrisé. Le Zaïre, c'était les chaos internes massifs, mais les chaos au Cameroun est contenu. Et donc, le Zaïre, il n'y avait plus de contrôle, mais au Cameroun, actuellement, c'est encore contrôlable. Mobutu était devenu inutile, et alors que Paul Biya est toujours utile. Donc c'est pour ça que le Cameroun est intouchable. Quand je dis Cameroun, il faut parler de Paul Biya. C'est pour ça que Paul Biya est intouchable à court terme. On ne le touche pas parce qu'il sécurise les flux, il est au niveau de la sécurité hors de son pays et il est lisible. On va aller encore beaucoup plus loin pour la bonne compréhension. Observer les coûts, absorber les coûts. Ce que cela veut dire concrètement, c'est quoi? Absorber les coûts. Mobutu absorber les coûts, c'est ce que Paul Biya fait aujourd'hui. Quand on dit qu'un pays absorbe les chocs régionaux, cela signifie tout simplement qu'il faut accepter que des menaces entrent partiellement sur son territoire. Donc, Paul Biya a accepté que partiellement, que les menaces entrent sur son territoire. Donc, les contenir localement, il ne faut pas que ça déborde et éviter qu'elles se propagent ailleurs. Donc, oui, ce sont des groupes armés, ce sont des réfugiés notamment, c'est la violence, c'est des morts civiles, ce sont des Camerounais, hier c'était des Zaïrois, donc peuvent être touchés. La population locale peut être terrorisée, certainement, tant que cela reste contenu et gérable, que ça ne paralyse pas le pays ou la région. Donc la logique n'est pas humanitaire, elle reste stratégique, une stratégie froide. Les cas du Cameroun maintenant, aujourd'hui, tout de suite là, nous avons les Boko Haram. Avec les Boko Haram, le Cameroun accepte, quand je dis du Cameroun, je parle bien de Paul Biya. Paul Biya accepte que des incursions aient lieu dans l'extrême nord. Paul Biya accepte que des villages soient touchés, perturbés, qu'on compte même des morts. Paul Biya accepte que des populations souffrent. Mais l'armée camerounaise empêche la prise durable des grandes villes. Ça, c'est un. L'armée camerounaise empêche l'extension vers le sud, la contagion vers les golfes de Guinée. Donc, mieux vaut que le Cameroun souffre à la marge que la région entière soit embrasée. Ça, c'est la logique. Donc, le coût est payé, bien évidemment, par les Camerounais, pas par les grandes puissances. Parce que si les terroristes s'implantent dans la région tout entière, si le Cameroun, Paul Biya ne parvient pas à arrêter ces djihadistes, ces terroristes,
s'ils ne sont pas contenus au Cameroun, alors ils iront ailleurs. Vous comprenez? La question c'est, est-ce que Mobutu faisait la même chose? Vous avez compris que oui, exactement, mais à grande échelle. Sous Mobutu, Sese Seko, les Zaïre a servi de réservoir des tensions. Donc, Paul Biya sert aujourd'hui de réservoir des tensions. Voilà pourquoi il reste indéboulonnable. On ne peut pas les déboulonner. Donc, des rebelles angolais, Inuta, des tensions burundaises et rwandaises, des trafics régionaux, des groupes armés soudanais et centrafricains, de mercenaires et de mouvements périphériques, beaucoup de ces conflits ne devaient pas exposer chez les voisins, étaient tolérés tant qu'ils restaient dans l'espace zaïrois. Donc, Mobutu absorbait les conflits des voisins pour que ça ne transite pas, que ça ne devienne pas un conflit régional. C'est ce que M. Paul Biya fait aujourd'hui. Oui, cela a causé des morts congolais, ok, ce sont des dégâts collatéraux, des régions sacrifiées, une insécurité chronique certainement, mais les Zaïre tenaient l'espace. C'est que signifie contenir. Ça veut dire quoi? Certainement. Ou vous n'allez pas indiguer, vous n'allez pas apporter des solutions. Ce n'est pas le but, ce n'est pas votre position. Vous n'éliminez pas le conflit. Ce n'est pas éradiquer les rebelles ou la rébellion. Le but de Mobutu, ce n'était pas de faire ça. Le but de Paul Biya aujourd'hui, ce n'est pas de faire ça non plus. Ce n'est pas de régler les causes profondes, c'est de limiter leurs rayons d'action, empêcher leur internationalisation, éviter qu'ils perturbent les flux stratégiques, pétrole, gaz, commerce, etc. Et la souffrance locale est intégrée à ces calculs. Donc, c'est accepté. Le dégât collatéraux est accepté par le président Paul Biya. Est-ce que d'autres présidents connaissent ces mécanismes? La réponse est oui. Beaucoup de dirigeants savent que si je tiens les chaos chez moi, si je le gère chez moi, si Boko Haram vient dormir chez moi, je les empêche d'aller, par exemple, dans d'autres pays. Aller dans d'autres pays, c'est créer une instabilité régionale. Mais si je me constitue en tant que la personne qui reçoit et qui encadre, qui accompagne ces groupes armés, alors j'empêche une instabilité régionale, je deviens un acteur clé. Mais quand ils viennent dans ton pays, vous devez les contenir. Vous devez accepter que votre population puisse en pâtir. Vous devez vous arranger pour que votre armée puisse limiter leur champ d'action. Donc, dans ce sens-là, vous devenez un acteur clé, vous devenez un pays qui offre ce service au niveau de la sécurisation régionale. Donc, c'est pour ça que certains régimes, si je tiens les chaos chez moi, alors je deviens indispensable. C'est ça, c'est la logique du président africain. C'est pour ça que certains régimes durent malgré la misère, durent malgré la non-démocratie, survivent malgré les critiques, sont protégés diplomatiquement. Mais il y a une condition, forcément. Les chaos ne doivent jamais devenir incontrôlables. Vous devez contrôler ces chaos dans votre territoire. Il ne doit pas gêner les intérêts stratégiques majeurs des grandes puissances. Alors, pourquoi ce mécanisme est cynique mais réel? Pourquoi ce n'est pas connu des grands publics? Parce que les grandes puissances raisonnent en zone, pas en peuple. Elles empêchent, plutôt elles préfèrent un mal localisé à un désordre global. Elles délèguent les coûts humains aux États pivots. Vous êtes un État pivot, alors acceptez la mort de quelques personnes chez vous, tout en contenant la rébellion chez vous.
tout en contenant le terrorisme chez vous. Et donc, si vous parvenez à les faire, vous êtes véritablement un État pivot, vous serez protégé. Et donc, le Cameroun aujourd'hui, les Zaïre, c'était hier, et d'autres viendront peut-être demain. Donc, absorber les coûts, ce n'est pas protéger sa propre population, c'est exposer sa population, c'est accepter qu'elle paye le prix de la stabilité régionale. Mobutu a accepté que sa population paye le prix de l'instabilité locale pour la stabilité régionale. Vous avez Paul Biya qui a accepté qu'une partie de Boko Haram entre pour paralyser, pour évidemment faire du mal aux Camerounais vers le nord, pour la stabilité régionale. Et à ce niveau-là, vous êtes respecté, vous êtes considéré, vous êtes protégé, tout simplement. Donc, maintenant que le coût humain est clair, vous avez compris que le coût humain sert à la stabilité régionale. Les coûts humains doivent être acceptés par les présidents, notamment Paul Biya. Il accepte ce coût humain, il encadre ces groupes armés, et donc il reste incontournable. Il reste protégé parce qu'il est dans la stabilité régionale. Pourquoi une population accepte-t-elle ces rôles, parfois même défendent le président en place politiquement? Pourquoi est-ce que la gouvernance interne passe au second plan? Chers amis, nous sommes dans la doctrine de priorité sécuritaire. Dans cette logique, la démocratie égale variable secondaire. Ça vient en second. Les gens aiment parler de droit international, les gens aiment parler évidemment des élections, les gens aiment parler de transition démocratique, etc. Mais sachez que ce n'est qu'une option secondaire. Les droits humains, c'est ajustable. La stabilité régionale, alors là, est non négociable. Donc, tant que les frontières tiendront, tant que les groupes armés sont contenus au Cameroun, au nord du pays, les flux sont protégés, c'est-à-dire le pétrole est vendu, le port est utilisé pour acheminer d'autres marchandises dans d'autres pays. Donc, le Cameroun est un corridor. Tant que le système fonctionne, alors M. Paul Biya reste intouchable. Les flux sont protégés, etc. Et donc, la gouvernance interne est tolérée, est acceptée. Faites ce que vous voulez faire, mais n'empêchez pas le business de continuer à circuler. Paul Biya n'est pas maintenu parce qu'il est aimé. Il ne sera pas maintenu parce qu'on l'aime. Il sera maintenu parce qu'il ne laisse pas tomber le digue régional. Vous comprenez? Donc, Paul Biya n'est pas jugé sur son niveau de démocratie, n'est pas jugé sur sa justice sociale. Paul Biya n'est pas jugé pour sa gouvernance interne. Paul Biya sera jugé sur sa capacité à tenir la région, sur la sécurité, la manière dont il va sécuriser les intérêts extérieurs. Il sera jugé de la manière dont il va éviter un effet domino. Vous comprenez? Chers amis, pourquoi est-ce qu'une population accepte et parfois défend un régime long, autoritaire et inefficace? Il y a des questions à se poser. Pourquoi est-ce qu'une population subit la pauvreté, le blocage social, l'injustice, l'absence d'alternance, ne renverse pas le régime et parfois les défend publiquement? Pour quelles raisons? La réponse n'est ni la bêtise, ce n'est pas non plus l'ignorance,
mais un ensemble de mécanismes, je dirais, rationnels. Ça veut dire qu'on va préférer une préférence pour la sécurité plutôt que pour les changements. Beaucoup disent, Paul Biya nous apporte la sécurité. Quand une population privilégie la stabilité minimale à l'incertitude du changement, même si cette stabilité est juste, le Cameroun est entouré des pays en crise. Je ne vous l'apprends pas. Le Nigeria, République Centrafrique, Tchad, Golfe de Guinée. Les messages intériorisés, c'est quoi? C'est vrai que nous souffrons, mais ailleurs, c'est pire que chez nous. Nous avons des douleurs sociales, c'est vrai, mais au Tchad, c'est pire que nous. Au Centrafrique, c'est pire que nous. Donc, la peur du chaos devient un frein au soulèvement pour la population camerounaise. Ce n'est pas un amour du régime ou un amour du régime, c'est plutôt un refus du pire. Vous comprenez? Donc, c'est le traumatisme comparatif régional. D'autres souffrent beaucoup plus que nous. Une population compare sa situation non pas à l'idéal, mais à celle de pays effondrés autour d'elle. Et donc, forcément, vous avez la Libye, un État détruit, RCA, chaos permanent, le Nigeria, l'insécurité chronique. Le régime devient celui qui nous évite l'insécurité. Paul Biya nous a évité l'effondrement. Et donc, les gens réfléchissent en termes de sécurité, de l'instabilité qu'ils voient en dehors du Cameroun. Même quand il échoue économiquement, même quand Paul Biya est le déstabilisateur en termes économiques, il gagne par contraste. Donc, c'est une forme de normalisation de l'autoritarisme. Les gens se demandent pas, est-ce que demain sera mieux? Quand, évidemment, l'absence d'alternance devient la norme psychologique, l'effet observé, c'est quoi? 40 ans au pouvoir. Donc, c'est une habituation collective. C'est-à-dire 40 ans au pouvoir, la plus grande, en termes de statistiques, c'est la jeunesse qui contrôle. C'est-à-dire la moitié, si pas plus, de la population camerounaise est née sous Paul Biya, n'ont connu que Paul Biya. 40 ans au pouvoir. Dans la force rude du pays, les boxeurs, les travailleurs, les maçons, les informaticiens, vous avez des soudeurs, vous avez au-delà tout ce qui est matière intellectuelle, les professeurs, etc. Tous sont nés sous Paul Biya parce que c'est 40 ans. Donc, ils n'ont connu que ça. Habituation collective. L'idée d'un autre président devient évidemment abstraite, parce que les gens qui défendent Paul Biya, ce sont des gens qui sont nés sous ce régime, et d'autres avaient peut-être 10 ans quand Paul Biya arrive au pouvoir. Donc, ils n'ont pas une lecture d'avant. Ils ne savent pas ce qui était avant. Ils n'ont aucune idée de celui qui était avant. Donc, comme il y a l'inconnu de l'avant, eh bien, écoutez, donc, nous ne pouvons pas comparer et l'habituation collective s'est installée. Le régime est perçu comme l'ordre naturel des choses. Les dangers ici, c'est que le système ne choque plus, il intègre mentalement. Merci beaucoup, camarade Alifa, pour tes partages. Alors, vous avez également le clientélisme. Un système où l'accès à l'emploi, un système où l'accès à l'avancement, à la protection, dépend de la loyauté politique. Donc, la réalité camerounaise, selon ce que j'ai récolté, fonction publique, marché public, promotion, nomination. OK? Donc, vous critiquez le régime, ça veut dire c'est couper de son réseau vital. Si vous critiquez le régime publiquement, vous êtes mort.
Le résultat, c'est la soumission devient une stratégie de survie, pas une conviction. Vous comprenez? Le concept clé numéro 5, c'est la fragmentation sociale contrôlée. C'est une société divisée qui ne peut pas se soulever. L'application, c'est quoi? Le régionalisme, l'ethnicisme, le clivage linguistique, le pouvoir arbitre distribue et les pouvoirs opposent. Et donc, aucun bloc national unifié ne se forme. Donc, chers amis, le schéma récapitulatif, peur du chaos de la population, acceptation passive parce que la plupart, la moitié de la population camerounaise est née pendant le pouvoir de Paul Biya. Ceux qui avaient 10 ans n'avaient pas, ceux qui étaient nés en 72, voilà, vous êtes nés en 72, quand Paul Biya prend le pouvoir à 82, vous avez 10 ans, et donc aucune conscience politique, aucune perspective, et donc c'est comme si vous étiez né en 82. Et donc forcément, vous n'avez pas une lecture expérimentale liée à un passé ou un autre à gérer. Et donc c'est l'habituation. On s'habitue, et vous avez beaucoup de défenseurs plutôt de Paul Biya. La plupart sont nés pendant que Paul Biya est au pouvoir. Ceux qui les défendent à point fermé, c'est la jeunesse qui est née pendant que Paul Biya est au pouvoir. C'est comme ça aussi que vous avez une certaine jeunesse en RDC qui sont nés ou qui avaient 10 ans quand M. Kabila était au pouvoir, qui n'avaient aucune conscience politique ou même sociale. Et ce sont cette jeunesse-là qui défendent parce qu'ils sont nés dedans. Ils ont vécu que ça. Donc, peur du chaos, cette population, acceptation face passive, la normalisation des choses, la dépendance économique, la fragmentation et la stabilité autoritaire. Si on veut comparer quelque chose, même mécanisme observé en Égypte avant 2011, en Algérie dans les années 90, le Zaïre de Mobutu entre 80 et 90. Donc les populations ne soutenaient pas, les populations acceptaient. Donc une population ne défend pas toujours ce qui la protège. Elle protège souvent ce qui l'empêche évidemment de sombrer. On termine par Félix Tshisekedi. Parce que je suis congolais, je dois chuter là-bas. Est-ce que Félix Tshisekedi est en train de devenir un État verrou pour les grandes puissances? Et si oui, est-il déjà irremplaçable comme Denis Sassou Nguesso? Est-ce que Félix Tshisekedi est devenu irremplaçable comme Paul Biya, irremplaçable comme Kagame? Est-ce que Félix Tshisekedi devient-il irremplaçable comme, vous avez l'autre monsieur là-bas, Museveni? Tentons un peu de traiter ces sujets rationnellement, sans émotion, parce qu'il s'agit des éléments dont la plupart n'ont pas accès. Nous allons être dans la stratégie et pas dans l'émotion. Nous allons d'abord rappeler les 3 verrous qui destinent un président à rester là, à ne pas bouger. 3 verrous qui ont maintenu Mobutu, 3 verrous qui maintiennent Museveni, 3 verrous qui maintiennent Paul Biya, ces 3 verrous qui maintiennent Sassou Nguesso, ces 3 verrous qui ont maintenu autrefois le président ailleurs. Le premier verrou qui maintient un président pour l'éternité au pouvoir, vous avez d'abord le verrou sécuritaire.
Parce que ces verrous sécuritaires empêchent un chaos régional incontrôlable. Si vous êtes cet homme-là, si votre pays devient un verrou sécuritaire incontournable, alors, en tant que président, vous ne bougerez pas. Quelles que soient les manifestations, quelles que soient les montées de l'opposition, quels que soient les voyages des opposants en Inde, en Chine, aux États-Unis. Si votre pays est un verrou sécuritaire, le président qui est là ne bouge pas. Ça, c'est un. Mais s'il y a des éléments qui manquent, vous tombez. Il faut 3 verrous. Le premier, c'est sécuritaire. Deuxième verrou, c'est le verrou des flux. Les verrous des flux, c'est quoi? C'est garantir la circulation des flux vitaux. Nous avons de minéraux, nous avons énergie, vous avez les routes, vous avez les finances. Si vous pouvez garantir les grandes puissances que vous allez garder des corridors sécurisés, vous allez ne pas changer de façon intempestive des contrats, renégocier, etc. Si vous êtes lisible, stable, alors dans ces cas, personne ne va vous déboulonner. Alors personne ne va vous déboulonner. Garantir la circulation des flux vitaux, minéraux, énergie, routes et finances. Ça, c'est le deuxième verrou qui fait qu'aucun président ne va bouger. 1. Verrou sécuritaire. 2. Verrou des flux. Troisième verrou, c'est le verrou de prévisibilité géopolitique. La prévisibilité géopolitique. Et donc, ce président doit être lisible, aligné, négociable, fiable pour les grandes puissances. Donc, 3 verrous qui garantissent l'éternité à un président: verrou sécuritaire, verrou des flux